Quoi? Attends, tu es artiste sans avoir de diplôme pour ça et t'espères réussir dans la vie? Eh ben, mon vieux, bonne chance. Sérieusement, est-ce que ce bout de papier change vraiment quelque chose? Allez, on va en parler aujourd'hui. Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité, et qui cette année veut mettre de bons pieds-bouches aux idées reçues sur les métiers de l'illustration et de la création. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à quelque chose de particulier dans le monde de l'illustration, la nécessité d'avoir un diplôme pour devenir artiste. Ce n'est pas forcément une idée reçue qu'on entend tous les jours, mais elle refait surface de temps en temps lorsque nous avançons dans notre aventure d'indépendant et d'indépendante. Parfois, c'est même nos proches eux-mêmes qui nous en parlent, s'interrogeant sur la sécurité de notre métier, et voulant savoir si un diplôme est possible comme gage de sûreté. Comme si le simple fait d'être diplômé assurait un avenir. Ce qui n'est pas forcément aussi simple. Mais du coup, d'où vient cette idée qu'il faut forcément un diplôme pour être légitime en tant qu'artiste? Pourquoi cette croyance persiste-t-elle encore aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui dans ce 22e épisode d'Âme d'artiste. D'où vient ce mythe du coup? Tout simplement suite à une vision trop scolaire de la vie professionnelle. Généralement, quand on en a tous les droits et possibilités, nous allons à l'école tout petit pour apprendre énormément de choses utiles comme la lecture, les mathématiques ou encore les sciences. Une fois la petite école terminée, on continue d'avancer dans les études jusqu'à la fin du lycée pour affiner encore plus notre savoir et nous apprendre, normalement, à devenir un être humain à peu près autonome qui puisse évoluer sereinement dans sa vie dès la sortie de l'école. Voire même, suite à l'obtention d'un bac professionnel, à pouvoir commencer à bosser le plus vite possible. Vient potentiellement ensuite les études supérieures qui permettent d'avoir accès à un cran supérieur de pédagogie et de diplômes parfois nécessaires, il est vrai, pour accéder à certains postes ou corps de métiers très spécifiques et compliqués, comme la médecine ou les sciences sociales par exemple. Et ensuite, eh bien c'est la vie active, la recherche d'emploi, l'embauche, les factures, l'emménagement dans un chez-soi, les impôts, bref, la vie d'adulte et d'indépendance. Mais quand on se lance dans une carrière artistique, ce schéma ne s'applique pas forcément tant la créativité n'est pas quelque chose d'aussi tangible et logique que les mathématiques ou les sciences par exemple. Et ça peut se déclencher aussi bien dès l'enfance qu'à l'âge adulte, mais une fois qu'on avance dans la vie, reprendre des études devient plus compliqué avec en prime un coût supplémentaire à absorber pour le foyer. Ce n'est pas simplement le temps qui nous fait défaut, car nous devons continuer de travailler pour payer les factures et aussi s'occuper de nos enfants lorsque nous en avons. Heureusement, des formations existent pour s'aider et se sentir accompagné, même quand on n'a plus l'âge d'être sur les bancs de l'école. Mais cela ne répond pas à notre question, doit-on obligatoirement avoir un diplôme pour faire de l'art et essayer d'en vivre? Personnellement, je pense que non. Cela dépend des personnes, de leur vécu et de leurs besoins. Certaines vont apprendre seules et s'épanouir en autodidacte dès le début. Ils ou elles vont se tenir régulièrement à jour, peaufiner leurs techniques et apprendre tous les rouages du métier pour devenir un ou une artiste accomplie à leur image. D'autres vont avoir besoin d'un cadre et de se sentir sûrs de connaître un maximum de choses pour se lancer sereinement dans la vie active par la suite. Il n'y a pas de schéma mieux qu'un autre, cela dépend des tempéraments de chacun et chacune, mais vous le verrez, pas seulement. Bon, maintenant qu'on a vu d'où vient ce mythe et pourquoi il ne s'applique pas forcément à la création artistique, parlons un peu de la réalité. Parce que diplôme ou pas, c'est sur le terrain que tout se joue. Bon, tout d'abord, les écoles ne sont absolument pas parfaites. Elles ont toutes leurs avantages et inconvénients, leurs points forts et points faibles. C'est tout à fait normal. Dans mon cas, j'ai été à l'EPSA, et bien que je reconnaisse qu'avoir été à l'école m'ait apporté énormément sur l'organisation de mon travail ou pour m'ouvrir les horizons à certaines pratiques créatives, je reconnais aisément que l'école avait quelques lacunes quant à la vie de freelance. Et je tiens à préciser que ce n'est pas le cas que de l'EPSA. Mon école mettait surtout l'accent sur de solides bases techniques et logistiques avec l'objectif de nous préparer à intégrer des studios de création dans le marketing ou des agences de com pour de grandes marques. En gros, elle nous formait pour suivre le schéma classique de l'embauche en CDD/CDI, avec comme perspective d'évoluer vers un poste de directeur artistique assez rapidement. Ce qui est bien, je ne dis pas le contraire, mais selon moi, ça manquait d'ouverture d'esprit sur tous les autres métiers de la création, comme les illustratrices indépendantes, les intermittents et intermittentes dans le domaine de l'animation, ou bien encore le travail du graphiste dans des milieux administratifs et communaux, comme en mairie par exemple.
Et même si l'on se destine à travailler en agence, il peut arriver de travailler avec des intervenants extérieurs, des intervenants qui ont leur propre système de fonctionnement, leurs droits et cotisations, et aussi leurs obligations administratives et parfois juridiques. Et si l'on ne sait pas un minimum comment cela fonctionne dans ce milieu, on peut parfois laisser l'intervenant freelance dans un désarroi assez immense en tentant de lui faire suivre notre schéma d'agence CDD-CDI plutôt classique. Et lorsque nous sommes un ou une freelance qui sortons de l'école, nous avons des envies plein la tête pour devenir l'artiste qui monte et enfin accomplir énormément de contrats. Mais dès que l'on se penche sur nos premières factures ou tout simplement lorsque nous voulons ouvrir notre entreprise et nos droits, cela devient vite plus compliqué et énormément de questions nous viennent à l'esprit et peuvent commencer à créer des angoisses. J'en sais quelque chose. Si j'avais eu ne serait-ce qu'un minimum de cours sur la gestion d'entreprise et la vie de freelance, cela aurait absolument tout changé. Cela aurait été plus simple pour moi de me lancer par la suite et cela m'aurait évité bien des angoisses et balbutiements lors de mes premiers contrats. C'est un point qui me semblait important à spécifier dans la déconstruction du mythe d'avoir un diplôme pour créer. Oui, c'est toujours sympa car ça valide des acquis, mais cela ne montre pas non plus une pédagogie complète sur toutes les facettes du métier. Si l'on se destine à devenir freelance, on passera forcément par la case du « démerde-toi tout seul » ou alors à devoir compléter ses études avec une pouponnière d'entreprise, ce qui n'est pas forcément instinctif lorsque nous suivons ces études spécifiques, encore plus lorsqu'on est à peine sorti de l'adolescence. En gros, moi j'avais de la chance, j'ai repris mes études d'art à 24 ans, m'apportant un regard plus mature sur certaines choses, entre guillemets, enfin c'est ce que je pense. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'au-delà du lycée, les études supérieures ont un coût. Les infrastructures, les cours, le matériel mis à disposition des élèves nécessitent un budget conséquent. Parfois, cet argent sert à améliorer la rentabilité de l'école ou à ouvrir de nouveaux espaces pédagogiques. Parfois, c'est aussi juste une belle occasion de se faire du fric sur le dos des étudiants. Certaines écoles restent accessibles, comme l'EPSA, soutenue par la ville de Paris, ce qui implique certaines obligations, mais j'en reparlerai peut-être un jour dans un épisode dédié. Mais d'autres, comme les Gobelins pour l'animation ou les Beaux-Arts de Paris pour la peinture et la sculpture, peuvent donner des sueurs froides rien qu'à la vue du chèque d'entrée. Autrement dit, dès la porte d'entrée, ce n'est pas tant le talent qui décide de qui peut y accéder, mais la capacité à payer, ce qui prive pas mal de futurs talents créatifs d'un cadre dont ils auraient fortement besoin pour se développer. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois admis, il faut avoir son propre matériel. L'école fournira peut-être les chevalets, des salles équipées de PC et quelques ressources pour faire de la post-prod, mais les pinceaux, la peinture et le papier, tout ça, ça reste à la charge de l'élève. Or, le matériel d'art fait partie des choses les plus chères que j'ai connues à se procurer. Et quand les profs exigent des fournitures bien précises pour sensibiliser les étudiants à l'importance du bon matériel, certains doivent faire avec les moyens du bord. En clair, ça se traduit par des élèves obligés de bosser avec du matériel cheap pendant que d'autres ont accès aux meilleures références. Pas simple. Ajoutez à ça des droits d'entrée exorbitants, du matos hors de prix et vous obtenez la recette parfaite pour forcer une bonne partie des étudiants à cumuler un job à côté pour tenir financièrement. Surtout que la plupart des grandes écoles d'art sont situées dans des grandes villes comme Paris ou Strasbourg. Résultat, en plus des frais scolaires, il faut payer un loyer et de quoi manger pour tenir le coup si vous ne venez pas de ces dites grandes villes. Bilan, 42 heures de cours par semaine et 15 heures de taf à côté pour payer tout ça. Difficile donc d'être 100% focus sur les cours et de faire tous les rendus absolument. De quoi se sentir bien perdu. Ajoutons à ça la pression et le stress que certains profs peuvent mettre à ces élèves, et ça devient un véritable parcours du combattant, ce qui crée des élèves en état de dépression. Bref, avant même de parler de la pédagogie en elle-même, le premier frein à l'entrée des écoles, c'est l'argent. Et ça crée un véritable clivage social énorme, forçant beaucoup d'esprits créatifs à tracer leur propre route en autodidacte, par nécessité plus que par choix. Mais heureusement, je vous le dis tout haut, nul besoin d'avoir un diplôme pour être artiste et bosser avec des clients parfois difficiles. Tout simplement parce que l'on vous demandera jamais de montrer votre beau diplôme lors de votre séance de démarchage. À la rigueur, lorsque vous démarcherez pour entrer dans une agence ou un studio, on vous demandera pour la forme votre diplôme pour connaître votre parcours, mais un peu comme une preuve sociale que vous êtes compétent à minima pour entrer dans telle ou telle boîte, mais plus loin, ce seront vos compétences qui feront la différence. Dans la vie de freelance, c'est le même délire. Les clients ont des besoins, vous proposez de répondre à ces 10 besoins, et c'est votre efficacité et votre travail graphique qui feront la différence, pas votre diplôme de directeur artistique ou de artiste des beaux-arts. Pour moi, l'école joue un rôle important en éveillant à certaines pratiques artistiques. Mon année en atelier préparatoire à l'EPSA en est un excellent exemple. J'y ai exploré la peinture, la sculpture, la gravure, j'ai découvert l'histoire de l'art et du graphisme, et j'ai même pris mes premières photos créatives.
Cette année a été une vraie révélation. Elle m'a permis d'assumer mon envie de devenir artiste et d'expérimenter librement dans un cadre qui encourageait à cette exploration. C'était une étape clé pour affiner mon orientation et choisir la suite de mon parcours. Mais en dehors de la découverte de certaines techniques, l'apprentissage des logiciels de la suite Adobe et le workflow du travail en agence, l'école ne m'a pas assuré de trouver du travail à la sortie des cours. C'était à moi de monter un portfolio solide, de mettre en avant mes compétences et de prouver pourquoi j'étais indispensable à telle ou telle agence. Mais ça, concrètement, quelqu'un d'autonome, déterminé et passionné peut tout aussi bien y parvenir s'il n'a pas les moyens de se payer une école. Ou bien si vous désirez vous réorienter après 20 ans dans un métier ennuyeux et que vous êtes au bord du burn-out. Cela demande juste une bonne organisation, de la discipline et quelques ressources. Alors, on l'a vu, avoir un diplôme peut aider, mais ce n'est ni une garantie ni une obligation pour réussir. La vraie question maintenant, c'est comment apprendre efficacement et se donner les meilleures chances de réussir en tant qu'artiste. Voyons cela ensemble avec quelques pistes concrètes. Pour ce qui est de tout apprendre en autodidacte, je conseillerais tout d'abord de vous entourer. Énormément d'artistes de tout genre partagent leur expérience et des ressources pour aider les jeunes pousses à se lancer, quand ils n'ouvrent pas également la possibilité de rejoindre une communauté pour s'entourer et s'entraider. C'est un super avantage lorsque nous naviguons seuls dans le milieu de l'indépendance. Ensuite, je vous conseillerais de ne pas hésiter à expérimenter des choses. Énormément de ressources sont disponibles sur Internet, que ce soit des tutos YouTube ou même des formations entières sur des sujets précis. Ces ressources sont précieuses et peuvent aider efficacement à s'auto-former sous le regard du formateur en ligne par exemple, voire en échangeant avec les autres élèves de la formation. Je pense par exemple à la formation digitalpainting.school de l'artiste Spartan ou bien à la formation de Sandre et son carnet digital pour celles et ceux qui souhaitent s'améliorer en dessin et viser des carrières spécifiques dans le domaine. D'autres formations vont vous aider à devenir de meilleurs entrepreneurs et entrepreneuses comme le Bootcamp La Quête de Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Cette formation va autant vous apprendre à bien entreprendre qu'à vous poser les bonnes questions sur le but de votre création. Il en existe évidemment plein d'autres. À vous de fouiller la toile pour vous aider dans vos projets. Mais quoi qu'il en soit, des solutions alternatives aux écoles sont à la portée de tous et toutes, parfois finançables par des organismes d'aide, et peuvent vous éviter de vous voir claquer la porte au nez par certaines grandes écoles. Enfin, je conseillerais de tenir un journal de bord. Public ou privé, ce journal vous aidera à notifier votre avancée et de mettre à jour les informations que vous obtenez sur la vie d'artiste freelance. Et si vous mettez cela à disposition des personnes qui vous suivent, vous pourriez sans doute en aider plus d'un et d'une. Assurez-vous juste de la véracité de ce que vous partagez, afin d'éviter la propagation de fausses nouvelles qui créeront peut-être d'autres idées reçues. Je vais déjà avoir suffisamment de pain sur la planche comme ça. J'y pense, mais pour celles et ceux qui sont un peu plus ras de bibliothèque, pas mal d'ouvrages existent pour nous aider dans notre vie d'entreprise artistique. Le nouveau guide du graphiste indépendant par Christelle Capoccici par exemple, mais il en existe plein d'autres. Mais tous vous apporteront une aide précieuse sur certains détails techniques et administratifs quant à l'ouverture de son entreprise. Bien, maintenant, pour celles et ceux qui sont en école ou veulent et peuvent en rejoindre une, voici mes conseils. Tout d'abord, ayez conscience que l'école est une étape. Vous continuerez d'apprendre après l'école de par l'expérience que vous apportera votre vie de créatif. Profitez-en bien et créez du lien avec vos camarades, mais aussi avec vos professeurs. C'est primordial pour se lancer par la suite, car c'est les interconnexions sociales que vous aurez créées durant les cours qui vont vous permettre peut-être de vous lancer plus efficacement. Donc ne sous-estimez absolument pas les liens amicaux que vous pouvez fonder durant cette période d'études, car peut-être que vous allez collaborer avec eux par la suite. Ensuite, évitez le syndrome du bon élève. La plus grosse erreur que j'ai faite durant mes 4 années à l'EPSA, c'est de vouloir tout réussir et tout faire correctement. Bref, j'étais vraiment trop scolaire. Et même si l'école attendait ça de moi et de toute la classe, je pense qu'il faut s'autoriser parfois à être déloyal pour se focaliser sur les choses qui nous font kiffer et où on est plutôt bon. Le reste se consolidera avec l'expérience, évidemment. Par exemple, à l'époque, je me donnais à fond au cours de packaging, alors qu'au final, je n'en fais plus du tout aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je n'en referai jamais si un job de graphiste dans ce domaine se présente et que j'ai besoin d'argent. Mais avec du recul, je me dis que je n'avais pas besoin de me mettre autant la pression ni de prendre les retours aussi personnellement. J'aurais mieux fait de canaliser cette énergie sur la vidéo ou l'illustration, des domaines qui me parlent beaucoup plus aujourd'hui et dont c'est mon métier. Puis tout simplement, vouloir être bon en tout vous ralentit dans la maîtrise de certains domaines et tout bêtement finissent par vous épuiser. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose.
Je le confesse maintenant, mais vous ne savez pas le nombre de fois où je n'ai pas entendu le réveil tellement j'étais au bout de ma life à vouloir faire tous les rendus comme l'attendaient les professeurs. J'avais besoin de récupérer. Pardonnez-moi mon père, parce que j'ai péché. Et puis en vrai, avec le recul, je réalise qu'à vouloir être bon partout, au final, je n'étais bon nulle part. Je n'osais pas explorer, tester, sortir des sentiers battus juste pour ma propre découverte. Je ne cultivais pas du tout cette petite touche de bizarrerie qui, à l'époque, aurait peut-être pu me démarquer, comme certains de mes camarades d'école. Et quelque part, je pense que ça venait aussi du regard des autres, des retours qu'on recevait. Parce qu'on a vite fait de croire que si un prof démonte notre travail, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Alors qu'en vrai, ça ne veut pas dire que notre taf ne vaut rien. Au pire, il manque juste d'expérience et de maturité. Les profs restent des humains, avec leur subjectivité. Certes, ce sont des pros, mais ils peuvent se tromper ou simplement ne pas accrocher à un certain style de créativité, ça arrive. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer ce qu'ils vous transmettent. C'est un équilibre à trouver, un lien à construire avec eux et elles. Prenez ce qui vous aide à avancer, mettez de côté ce qui vous freine inutilement et surtout donnez-vous le droit d'expérimenter et d'échouer. Parce qu'en vrai, c'est comme ça qu'on progresse le mieux, en se cassant la gueule. Et si à un moment vous doutez, souvenez-vous que les plus grands artistes, les plus grandes carrières, ne se sont pas construits sur des notes parfaites à l'école, mais sur de la curiosité, de la persévérance et une bonne dose de passion. Bon, si après tout ça vous pensez encore qu'un diplôme est indispensable, je vous invite à revoir vos classiques et votre copie justement. Mais trêve de blabla. Passons à la conclusion pour résumer tout ça et vous donner un dernier petit coup de boost de motivation. Au final, être illustrateur, ce n'est pas juste savoir bien dessiner. Ce n'est pas non plus juste une question de diplôme, ni une route toute tracée avec des étapes claires à suivre. C'est un métier qui demande du temps, de l'adaptabilité et une bonne dose de persévérance. Un diplôme en soi n'est pas un passeport pour réussir. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous en faites. C'est votre travail, votre réseau et votre engagement qui vont tracer votre chemin. Chaque opportunité, chaque collaboration, chaque projet nourrit votre parcours bien plus qu'une ligne sur un CV. Et si parfois vous avez l'impression de ne pas être assez légitime ou de ne pas avancer aussi vite que vous le voudriez, rappelez-vous que l'illustration, comme toute carrière artistique, est un marathon, pas un sprint. Chacun progresse à son rythme, selon ses réalités, ses choix et ses ambitions. Ce qui compte, au fond, c'est de rester curieux, de continuer à apprendre et de ne pas s'isoler. Parce que oui, c'est un métier qui peut sembler très solitaire, mais on n'évolue jamais vraiment tout seul. Partager, échanger, s'entourer d'autres créatifs, c'est aussi ça qui nourrit notre pratique et nous aide à avancer. Et en parlant de partage, on va justement passer au courrier des auditorices. Vous avez été nombreuses et nombreux à réagir sur ce sujet, à raconter vos expériences et vos questionnements, et franchement, il y a des réflexions hyper intéressantes. Alors on va en lire quelques-unes et répondre ensemble. Maintenant que les termes ont été dits, passons au courrier des auditorices. Super, je suis super content de commencer ce courrier des auditorices. C'est vraiment quelque chose qui me titille la curiosité de voir ce que ça va donner tout au long de l'année. Et puis surtout, je suis content de voir que dès le début, ça a quand même bien pris puisque j'ai eu quelques messages et ça fait vraiment très plaisir. Et du coup, on va commencer tout de suite avec un témoignage de Marie-Aimée Allard que je vais vous lire tout de suite. Hello Lutte, je réponds à ta demande de témoignage avec le mien. Je suis illustratrice scientifique et je n'ai pas de diplôme artistique. J'ai eu la preuve que j'en avais pas besoin puisque je vis de ma passion. Mais je sais aussi que ça m'aurait aidé de me sentir plus légitime dans mon travail à mes débuts. Notamment parce que je suis freelance et que c'est moi qui dois me mettre en avant pour trouver mes clients. Or, démarcher demande d'avoir confiance dans son parcours, en son portfolio et en son discours. Ça résonne avec le problème de comparaison. On valorise beaucoup les études longues, les diplômes, la phrase « ouais, j'ai fait les beaux-arts, ouais ». Et j'ai l'impression qu'on a tendance à intellectualiser la créativité alors qu'elle pousse à s'en détacher. En tout cas, pour moi. Dans mon cas, j'ai appris à dessiner par moi-même en parallèle de mes études scientifiques. Et il est évident que j'aurais appris plus vite si j'étais passé par un cursus artistique. Mais je n'aurais pas nourri mon amour pour la science, je n'aurais pas formé ma réflexion scientifique qui est aujourd'hui un atout pour discuter avec mes clients. Je pense que tout est possible d'un point de vue artistique. Tous les chemins se valent tant qu'on les choisit pour les bonnes raisons et qu'on en accepte aussi les défauts. Pour me sentir mieux dans mon travail, j'ai suivi un cursus de 6 mois de dessin scientifique aux Beaux-Arts de Lisbonne. Comme ça, je peux dire ouais, j'ai fait les Beaux-Arts, ouais.
Mais finalement, ça m'a surtout apporté des connexions avec une amie dans un environnement complètement nouveau. Je n'ai pas plus progressé sur mon dessin que toute seule dans ma chambre. Ça me prouvait que non, j'ai pas besoin de diplôme pour exercer ma passion. Et même si je me sens encore un peu fébrile et en manque de confiance, ce n'est pas une question de bout de parchemin. C'est une autre raison que je n'ai pas encore trouvée, et ça viendra. J'en profite pour te remercier de ton travail, j'étais super heureuse de voir arriver la nouvelle saison, et je t'écoute attentivement tous les jours de sortie. Bonne continuation, prends soin de toi et de ton âme de créateur génial. Eh ben salut Marie-Aimée, et merci pour ce petit message super sympa, ça me fait plaisir aussi de vous retrouver. Et ça me fait super chaud au cœur d'avoir ce genre de petit message qui témoigne de votre vision à vous aussi et de votre vie d'artiste. C'est super important pour moi et ça me fait super plaisir. Et ouais, c'est super intéressant ton parcours parce que effectivement, l'école peut nous aider à nous sentir plus légitimes. Mais finalement, est-ce que la légitimité commence pas par l'amour que l'on se porte et donc du coup par les passions qu'on a en nous? Et est-ce que c'est pas tout aussi efficace si on est à ce point passionné de se lancer et de tenter de réussir à sa manière? Effectivement, l'école apporte énormément de choses, ça apporte un savoir, ça peut permettre de gagner du temps, mais comme on l'a vu dans l'épisode, ça peut coûter énormément cher, ça peut porter plein de problèmes sur d'autres plans, parce que ça va être un rythme à tenir, ça va être des ambiances aussi à vivre. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'être très bien entouré dans mon école, mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être plus compliqué parce que certaines personnes ont besoin, certes, de cadre, mais ont besoin d'être toutes seules. Donc, du coup, se retrouver dans une classe remplie d'élèves, ça peut être compliqué. Il faut aussi voir la mentalité de certains profs. Certains sont des bisounours, mais d'autres sont des Severus Snape dans Harry Potter. Donc, ça peut toujours être plein de détails comme ça qui sont très compliqués à gérer. Et puis en école, on fait pas forcément tout ce qu'on veut, mais il faut quand même continuer à le faire parce que sinon on peut risquer des ennuis vis-à-vis de l'école ou se taper une mauvaise réputation alors qu'en fait on est juste à exprimer notre désir créatif profond. Donc du coup c'est plein de détails comme ça où oui effectivement on peut se sentir plus légitime d'aller à l'école et de faire une école, mais derrière il faut voir aussi ce que ça nous apporte humainement derrière. Moi ça m'a apporté plein de connaissances, plein de contacts et ça m'a fait super plaisir, mais en vrai je ne bosse pas beaucoup avec mes potes de l'école, etc. parce que on n'est pas dans les mêmes domaines exactement. Et puis aussi parce que tout bêtement, moi j'ai fait une école de communication visuelle, c'est peut-être pas très clair dans l'épisode, je suis désolé, mais oui, en plus moi, mon école se destine plus à être graphiste et directeur artistique que illustrateur. On avait des cours d'illustration pour quand même nous sensibiliser à l'image créée par nous les humains, mais on sentait bien quand même que ça nous poussait dans une direction bien précise qui est la communication visuelle. Donc du coup, ça aussi, ça peut biaiser aussi. Donc c'est pour ça aussi que le choix de l'école est super important. Mais ton profil comme le tien nous montre aussi qu'avec un peu de détermination, avec beaucoup d'amour et d'envie, on peut réussir et on peut derrière en plus s'auto-former pour réussir à avancer dans la carrière qu'on veut exactement. Donc merci de ce petit témoignage, ça fait super plaisir et je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Et nous en attendant on va passer au courrier suivant qui est un message audio. Un message audio de Katie Cut, qui est une artiste super cool, que je vous invite à suivre, comme tous les artistes qui vont partager ici. Mais voilà, ça me fait plaisir parce que c'est une des personnes qui me suit depuis pas mal de temps. Big up. Allez, on enchaîne avec ton audio Katie Cut. À ta question, faut-il avoir oui ou non un diplôme pour espérer trouver du travail quand on est artiste? Alors, je te répondrai oui et non. J'ai bien envie de te dire non quand tu es indépendant, freelance, tout le bazar. Par contre, si tu comptes travailler comme moi dans une grande entreprise, soit de jeux vidéo, soit de divertissement, moi j'ai toujours été justement en CDI dans des grosses boîtes. Là, par contre, les RH ne comprendront pas qu'il n'y ait pas dans la fiche de recrutement un diplôme minimum ou un équivalent. Elles ont du mal à comprendre que déjà, il y a autant d'écoles que de diplômes, qu'il y a des diplômes pas reconnus par l'État. Enfin, elle patauge complet.
Et elles ont du mal à comprendre que c'est le portfolio le plus important. Donc quand c'était moi qui effectuais les recrutements, je me fiais au portfolio et puis au savoir-être de la personne et tout ça, voir si je sentais qu'il y avait des atomes crochus entre elle et l'équipe. Mais ça coinçait toujours au niveau des RH. Genre, ah bah oui, mais bon, on met quoi comme diplôme? Et moi, je dis, mais c'est pas grave. Donc, à candidature égale, bien sûr, qui préféreront quelqu'un des Gobelins ou d'une grande école de jeux vidéo ou je sais pas quoi. Mais, pour moi, c'est que de l'administratif. Et à ce que je sais aujourd'hui, avec tout ce qui est les intelligences artificielles qui trient les CV en porte d'entrée, c'est fort probable que si tu remplis pas la case de ton diplôme, ou si le diplôme ne correspond pas à ce qui est rentré dans leur base de données, genre ta candidature n'arrive même pas dans leur boîte aux lettres, quoi. Voilà, donc je pense que si t'es indépendant, c'est ok de pas en avoir. Si tu veux bosser dans une grosse boîte, accroche-toi si t'en as pas. Je pense que c'est possible, mais à mon avis, c'est un peu plus dur. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Eh ben, quelle histoire, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué, du coup, si encore des grosses industries, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans l'audiovisuel ou dans le divertissement, sont si attachées au diplôme comme preuve d'efficacité. Alors oui, effectivement, quelque part, c'est une preuve sociale, hein, c'est quelque chose qui te garantit que tu as, entre guillemets, toutes les clés minimum pour rentrer dans une industrie, que quelque part, tu seras un rouage efficace. Mais, comme tu dis, du coup, c'est combien de jeunes esprits créatifs qui, jeunes ou non d'ailleurs, qui peuvent fonctionner déjà directement parce qu'ils ont toutes les clés en main, qu'ils ont appris forcément tout seuls, ou alors qu'ils ont des fois aussi en eux-mêmes depuis le début, qui ne passent pas parce que juste la clé d'entrée, c'est juste un morceau de papier. Alors effectivement, après évidemment, ma décharge, c'est pas non plus de dire ouah, c'est nul, c'est injuste. C'est bien d'avoir un diplôme, c'est bien d'avoir un papier, mais comme on l'a vu dans l'épisode, c'est compliqué parce que c'est un coût, c'est compliqué, ça peut mettre pas mal de pression, tout le monde peut pas forcément être bien dans une école. Toutes les écoles ne sont pas forcément efficaces aussi, hein, ils ont tous leurs points forts et leurs points faibles, donc du coup c'est un peu dommage de voir que les vieilles industries sont toujours un peu serrées comme ça. Et encore plus maintenant avec l'IA où, comme tu dis, c'est un peu badant du coup de voir qu'elle trie en amont à grands coups d'IA pour savoir qui a un diplôme ou qui n'en a pas. Faut voir ce que ça va donner dans l'avenir, faut voir, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est pas très reluisant et ça fait un peu peur. Mais bon, vous inquiétez pas, l'IA c'est mon grand cheval de bataille en ce moment sur plein de domaines. Il y aura un épisode sur l'IA évidemment et on essaiera de parler un peu de tout ça. En tout cas, merci Kétiquette pour ton petit message, ça fait super plaisir et merci de ton expérience parce que du coup c'est super intéressant d'avoir les retours de quelqu'un qui a ce petit saint graal, on va dire, chez les illustrateurs d'avoir un poste en CDI. Voilà, merci à toi et on va passer à la lettre suivante, au courrier suivant, au message. Oh, je suis perdu, on enchaîne. Et pour finir ce premier courrier des auditoristes, un petit message de Julien de Créa Terra Design. Et bonsoir. Je réagis à l'appel sur la story qui demandait si on a besoin de diplôme pour être un artiste. Absolument pas. Dans le milieu en général, seul le portfolio compte et nos compétences. Un DA ne demandera jamais un diplôme. Je n'ai pas de diplôme et ai suivi des cours en ligne en autodidacte à l'âge de 33 ans pour apprendre le digital painting sur DPS, digitalpainting.school. Aujourd'hui, j'en ai 38 et je suis à mon compte depuis octobre 2021. Je fais principalement des commandes de particuliers, mais j'écris des illustrations pour des jeux de rôle et des jeux de deck building. Avec de la rigueur, de la motivation et un but dans la vie, on peut y arriver sans diplôme. Merci pour tes podcasts très motivants et souvent très justes. Au plaisir. Eh ben, merci à toi Julien pour ce petit message, ça fait super plaisir, merci pour le petit mot au sujet du podcast. Et puis franchement ton témoignage est cool parce que ça prouve encore une fois aussi que encore une fois les parcours sont multiples, les personnalités sont multiples, la perception des choses est aussi multiple, mais c'est pas impossible, même à des âges avancés. Attention, je parle pas de toi comme un vieux dinosaure, te rassure pas, moi j'ai 35 ans, team trentaine, mais c'est rassurant de voir c'est pas parce qu'on a dépassé 20 ans, qui est généralement l'âge où on termine les études,
que tout est fini et qu'on doit être cadré. On peut aussi reprendre plus tard nos études et décider de suivre la voie qui nous correspond mieux, et ça fait plaisir à voir parce que c'est pas impossible. Ça demande du travail, de la passion, de la négation, de l'organisation, je pense aussi à un certain âge et à un certain niveau de vie. Mais c'est pas impossible, et encore une fois, comme on en parlait dans l'épisode justement avec Digital Painting Post School, c'est que des solutions existent pour se former et s'auto-former au domaine artistique avec des professionnels du milieu qui sont bien dedans et qui vont nous transmettre tout leur savoir et leurs connaissances, et même nous apprendre à être des indépendants. Et ça donne le témoignage de Julien qui fait super plaisir à entendre parce que ça veut dire que c'est possible. Donc voilà, ça fait super plaisir. Je voulais vous partager celui-là, il est très court et tout simple, mais ça sert bien propos et ça fait du bien à entendre. Du coup, vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager vos ressentis sur les mythes qui mènent la vie dure aux artistes de tout genre. Vous passerez peut-être dans l'émission, on sait jamais. Régulièrement, je ferai une story pour vous teaser l'épisode à venir, et si jamais cela vous inspire quelque chose, ne soyez surtout pas timide et laissez-moi un DM ou un vocal sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'envoyer un petit mot par mail si vous êtes un peu plus old-fashioned way à amdartistepodcast@gmail.com. Toutes les infos seront évidemment en description, ne vous inquiétez pas, c'est à vous de jouer maintenant et je me ferai super plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, on enchaîne avec la fin de l'épisode. Et voilà les amis, c'était le 22e épisode d'Âme d'Artiste, j'espère que ça vous a plu. J'avais à cœur de déconstruire ce mythe avec vous, il n'est pas forcément le plus répandu, mais il peut sérieusement plomber le moral quand on a des doutes dans son avenir pro. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et à lâcher votre meilleur like. Ces petits gestes aident énormément le podcast à se faire connaître, donc n'hésitez pas et allez-y à fond. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien vous pouvez me faire plaisir en me soutenant sur Patreon. En plus d'aider à faire vivre le podcast, vous aurez accès aux épisodes en avant-première du tout bénef. Un immense merci à Octopods pour le générique et surtout, merci à vous de m'écouter et de faire vivre Âme d'Artiste pour une 3e saison. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de votre âme d'artiste. C'était Lutte. La bise!